Bonjour, nous sommes le samedi 5 septembre 2020 et comme vous le voyez, je suis rentré chez moi, vous le reconnaissez, au mur encombré. Et on devine d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer ça, on devine d'ailleurs le dernier tableau qui n'est pas encore pendu au mur. Je vais en profiter pour vous le montrer. Alors, je ne sais pas trop comment on fait pour vous montrer ça. Faut que je fasse comme ça, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit. Voilà. Et vous voyez, c'est du même style que ce que j'ai jusqu'ici. C'est un Gary Baseman. Voilà. Bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Ma vidéo va s'intituler Que vais-je faire? Que vais-je faire du reste de ma vie? Voilà. Alors, il y a une raison à ce que j'appelle ça comme ça. Et la raison, c'est le fait que je vienne de terminer avant-hier, à 18h50, je le sais, parce qu'on m'attendait pour partir en direction du village où il y avait le restaurant. Et j'ai eu terminé ça 10 minutes avant le dernier délai, le deadline qu'on m'avait donné. Mais j'y suis arrivé, c'est parti. C'est parti aux éditions du Croquant. Et donc maintenant, on est lancé dans le processus de publication. Alors, c'est un travail de 5 ans. Alors, ma vie s'explique depuis les 15 dernières années par tranche de 5 ans. Alors, vous le savez sans doute, pendant 5 ans, j'ai alerté le monde, sans grand succès, sur le fait qu'il y aurait une crise et que cette crise serait déclenchée par le secteur du subprime aux États-Unis, secteur immobilier, celui des emprunteurs dont les moyens financiers sont limités. J'ai préparé tout ça, j'ai annoncé ça pendant 5 années, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu lieu, et là, pendant 5 ans, on m'a demandé pourquoi ne vous a-t-on pas écouté? Alors, Karl Marx qui avait dit l'histoire a toujours lieu 2 fois, et puis la seconde c'est une farce. J'espère que la seconde fois sera une farce. Pourquoi? Parce que depuis pendant 5 ans maintenant, je vous ai annoncé une autre catastrophe. Je l'ai annoncé au cours de l'année 2015 qu'elle se préparait. Et ensuite, le 9 novembre 2016, j'ai fait un billet ici qui s'appelait Un proto-fasciste est désormais au pouvoir dans la première grande puissance mondiale. Voilà. Alors, j'ai employé le mot proto-fasciste. Aux États-Unis, il a fallu à peu près 4 ans de plus pour qu'on commence à prononcer ce mot. En fait, on le prononce que depuis, allez, un grand maximum 6 mois. Tout le monde en parle maintenant parce que l'avènement du proto-fascisme est en train de se préparer activement de son côté, devant la préparation totale des autres. Et donc, moi, j'ai un livre voilà, qui va sortir dans les semaines qui viennent, le temps qu'on le sorte, qu'on le publie. C'est quand même calculé pour que ça sorte avant le 3 novembre, le jour des élections. Et dans ce livre, qui est le deuxième tome, d'ailleurs, le deuxième tome d'un livre qui s'appelle La chute de la météorite Trump. Le premier tome s'appelait Un objet populiste mal identifié. Aussitôt que j'ai eu terminé le premier tome l'année dernière, j'ai dit bon, le second tome s'appellera Haute trahison. Alors j'ai hésité un petit peu en cours de route, et puis à l'arrivée, je me suis dit non, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parlera un jour. Espérons que ce ne soit pas uniquement des gens en prison qui en parlent, pour autant qu'on les laisse encore parler. Voilà, une montée au pouvoir, la résistible ascension d'Arthur Hui, de M. Donald Trump, qui avait donné la couleur, il a expliqué voilà, de long en large qu'il était un proto-fasciste en 2015 et au début 2016 durant la campagne électorale. Ça ne faisait pas un pli pour moi. Malheureusement que c'était pas le cas pour la quasi-totalité du reste du genre humain. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître l'histoire, je suppose. Il faut connaître peut-être un peu le personnage
le personnage d'Hitler. Et là, il faut quand même recommander toujours M. Köhler et son livre sur la formation du jeune Hitler comme disciple enthousiaste du Wagner, mais pas du Wagner musicien, du Wagner théoricien dissimulé de l'antisémitisme, publiant des ouvrages voilà, anonymes contre les musiciens et les artistes juifs, mais un véritable traité, d'antisémitisme théorique, au point que d'ailleurs il s'en cachera plus à la fin de sa vie, et il republiera sous son propre nom les mêmes écrits, avec les conséquences qu'on connaît, d'avoir un disciple particulièrement... Il y en avait un autre, hein, il y avait un certain Friedrich Nietzsche. Là aussi, il faudra un peu réfléchir un jour à Friedrich Nietzsche dans les mêmes termes on parle de Heidegger. Ça fait longtemps qu'on pose la question du rapport entre le nazisme théorique et Nietzsche, mais on avait pris l'habitude, là aussi, comme avec Heidegger, de lui trouver des excuses en disant c'est sa sœur qui a tout fait, c'est celle qui est allée voir dans ses manuscrits des trucs qui étaient dégueulasses, elle a inventé, c'est pas vrai, c'est bidon, non, elle a vraiment, Elisabeth a vraiment réuni des choses qui étaient déjà là. La preuve, c'est qu'on a pu les voir dans des textes posthumes, dans Ecce Homo et dans l'Antéchrist. Alors voilà, alors qu'est-ce qui va se passer pour moi 5 années à préparer, à parler de la crise des subprimes, 5 années à en parler après coup, ce qu'on aurait dû faire, pourquoi il aurait fallu m'écouter, quelques autres, Madame Petitfort, Monsieur Robini, Monsieur Steve-Keen, Monsieur Godley, dont j'oublie malheureusement le prénom. Pourquoi ne nous a-t-on pas écouté? Voilà. Et d'ailleurs, vous le savez, en décembre, il y a un grand colloque sur pourquoi n'a-t-on pas écouté ces personnes-là. Et certains d'entre nous, certains des prophètes non écoutés, seront là pour dire ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent? C'est très simple, hein, vous avez compris. Ou bien Trump passe, et dans ce cas-là, moi j'ai du boulot assuré pour 5 ans, on va me dire pourquoi, Monsieur Jorion, ne vous a-t-on pas écouté pendant les 50 ans, les 5 ans, presque les 50 ans, les 5 ans où vous tapiez sur votre casserole, etc., sur votre gond, comme prophète Philippulus. La différence, c'est que j'avais l'occasion d'être davantage entendu sur Trump, parce que j'ai un blog que vous lisez. Ceci dit, une publication quelconque m'a-t-elle jamais interviewé sur Trump? M'a-t-on jamais demandé de participer à une mission de radio ou à une mission de télé à propos de Trump? Non, quand on m'invite, c'est encore toujours parce que j'ai prévu la crise des subprimes. Le monde du journalisme, comme le monde en général, est toujours en retard d'une guerre. Voilà. Alors, prions mes frères que Trump ne passe pas et que dans les 5 ans qui viennent, je puisse enfin faire autre chose que de prévoir des catastrophes qui viennent et après qu'on m'interroge sur le pourquoi. Le pourquoi, en fait, il est très simple. J'y ai pensé l'autre jour, quand il y a un type d'un air très courroucé là sur le blog qui a dit mais vous êtes un alarmiste, etc. Et je m'imaginais le personnage et je l'ai reconnu. C'est le même personnage qui dans 3 mois, dans 3 ans, me dira « Mais monsieur Jorion, pourquoi est-ce que personne ne vous écoutait ?» Parce que souvent c'est les mêmes. C'est souvent les mêmes qui ont répété alarmiste et puis qui après vous disent « Mais pourquoi on ne vous écoutez pas ?» Comme si c'était d'autres personnes qui ne vous avaient pas écouté. Mais non, c'est le même, c'est le même. Voilà, donc l'histoire, on peut la prévoir, et si on la prévoit, on est un alarmiste, et après, on vous demande quand même, voilà, on vous permet de manger, voilà, on vous paye un peu pour expliquer pourquoi les gens sont si bêtes et pourquoi on ne vous a pas écouté. Alors, espérons que j'ai un peu de temps pour faire autre chose que d'expliquer pourquoi on ne voyait rien voir, pourquoi on ne voyait pas que ce type était non seulement un fasciste, mais qui prévoyait son arrivée au pouvoir. Que quand il virait le directeur de la Poste, c'est parce qu'il jouait aux échecs avec trois coups d'avance et qu'il savait que les gens qui voteraient pour son adversaire seraient des gens qui recouraient plus massivement que ses partisans à lui au vote par correspondance.
C'est pas lui, il est trop, c'est trop un génie confirmé pour avoir pensé à tout ça. Mais il y avait des gens comme à côté de lui et qui sont toujours là, Steve Bannon, qui sont eux des gens qui savent jouer aux échecs en avançant leurs pièces en pensant aux 6 coups qui vont venir par la suite. Ce ne sera pas Trump qui aura gagné, ce sera le suprémacisme blanc et les gens pas cons dans le suprémacisme blanc qui auront d'ailleurs, beaucoup viennent de l'extrême gauche, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Et voilà, qui auront joué cette carte-là et qui auront gagné. Malheureusement pour le reste du monde, d'abord pour les Américains, ce sera déjà pas drôle pour commencer, et pour le reste du monde, ça va être, voilà, ça va être la voie royale vers des guerres généralisées. Alors on me dit, oui, mais Trump, juste, vous n'avez pas vu, c'est le gars qui refuse de faire des guerres. Ouais, c'est le gars qui refuse de faire des guerres. Mais là aussi je ne mettrai pas un dollar sur le fait que ce soit vraiment un gars qui refuse de faire les guerres. Non, non, il fait les guerres quand il est prêt. Et en fait, quand je dis quand il est prêt, c'est quand il peut faire une bonne diversion sur autre chose voilà, qui lui tombe, qui est en train de lui tomber sur le coin du nez. Alors, espérons qu'il ne passe pas et que je puisse consacrer, s'il me les reste, 5 années qui viennent à autre chose, à ce que j'ai envie de faire depuis un certain temps, que j'ai déjà commencé à faire, qu'on m'aide à faire aussi. On me l'aide en m'ayant confié un cours d'anthropologie interculturelle à l'Université catholique de Lille l'année dernière. On m'aide en me demandant, parce que les étudiants ont beaucoup aimé ça, de faire maintenant un cours en plus d'histoire des doctrines d'anthropologie. Mais je ne vais pas faire un livre d'histoire de l'anthropologie. Je vais faire je vais faire un livre sur qu'est-ce que c'est que l'être humain, mais ce sera un livre autobiographique. Bon, ça fait, voilà, ça fait quoi, 12 ans qu'on me demande de faire des mémoires. Je ne vais pas faire des mémoires, mais je vais faire une réflexion de type autobiographique sur ce que c'est que l'homme. Il y a des précédents en ça. Bon, il y a des gens qui ont fait ça. Montaigne a fait ça, Lévi-Strauss a fait ça dans Triste Tropique. Ce que je vais faire, il y aura des gens qui diront oui, c'est un peu comme Triste Tropique de Lévi-Strauss, mais il y aura une différence fondamentale que vous devinez déjà si vous connaissez un peu Lévi-Strauss et vous me connaissez moi. Le portrait, le panorama de l'être humain que fait Lévi-Strauss, c'est un panorama dans lequel l'émotion, l'affect est absente. Bon, le livre, il est de quoi? De 55, si j'ai bon souvenir. En 62, 7 ans plus tard, c'est Lévi-Strauss qui fait La pensée sauvage, et où il s'intéresse à tous ces phénomènes dont Lévi-Brühl avait parlé en disant c'est l'affect, c'est l'émotion, c'est un monde, la mentalité primitive, entre guillemets, c'est un monde où on classe le monde autour de soi en fonction des émotions qu'il produit. Et Lévi-Strauss avait dit non, Baliverne, non, cette pensée sauvage, en fait, c'est simple, c'est une façon de résoudre des problèmes intellectuels. Et ça c'est simplement le portrait tout craché de Lévi-Strauss, c'est-à-dire de croire que les problèmes de l'être humain, de la race humaine, du genre humain, que ce sont des problèmes purement intellectuels. L'intellectuel, il vient après. On a pu entretenir des prêtres et des intellectuels quand on avait résolu déjà la plupart des problèmes importants, quand il y avait assez à manger pour tout le monde et qu'on pouvait distribuer ça de telle manière que le prêtre et l'intellectuel devaient pas aller eux-mêmes dans les champs. Mais sinon, non, l'émotion, il suffit de regarder Trump. Hein. Les gens qui suivent toujours Trump, c'est pas pour essayer de résoudre un problème intellectuel, c'est pour essayer de résoudre un problème de l'affect, un problème émotionnel. Donc oui, si la question posée au départ, qu'est-ce que c'est que l'être humain, elle sera la même dans Triste Tropique et dans le bouquin dont j'ai déjà écrit 3 ou 4 pages, et je vais me mettre à la suite. J'ai quand même jusqu'au 3 novembre de toute manière enfin j'espère, pour pouvoir commencer à écrire quelque chose. Ce sera pas Triste Tropique, ce sera une toute autre histoire. Lévi-Strauss représentait un échantillon de l'être humain. Moi aussi.
on aura chacun un point de vue, on a chacun un point de vue qui est fondé par la personne qu'on est. Je viens de passer des vacances en famille et on a décidé de faire une très très grande fête de famille. Voilà, un truc qu'on n'a pas fait depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Bon, on va refaire ça, voilà. Et ça, c'est le genre de famille qu'on est. Et en y réfléchissant, qu'est-ce qu'on peut inviter, qu'est-ce qu'on ne pourra pas mettre, voilà, on s'est dit, nous avons une chance extraordinaire parce que dans la plupart des familles où et là je parle, je sais pas, je parle de 100 personnes. Hein, dans la plupart des familles où on évoque 100 personnes qu'on pourrait inviter, c'est vrai que dans la plupart des familles, on dit ah ben non, si on invite X, on ne pourra pas inviter Y parce qu'ils sont brouillés, etc. Et là, dans la famille, il y a des Jorions qui sont essentiellement belges, il y a des Américains, il y a des Français, il y a beaucoup de Néerlandais, puisque c'est de là que vient la racine. On va pouvoir réunir tout ça sans se poser la question de savoir si X ou Y est brouillé avec Z ou W. Le problème ne se pose pas. Donc, c'est peut-être un échantillon tout à fait particulier. Hein, Jorion, je le dis tout de suite, et je le dirai au fur et à mesure. Mais quand on est anthropologue, on a quand même l'occasion de se retrouver dans des tas de situations où bien on comprend rien à ce qui se passe, et dans ce cas-là, on ferait mieux de faire un autre métier, ou bien on arrive à devenir, j'employais le mot caméléon l'autre jour, on parvient à devenir quelqu'un d'autre, on parvient à devenir quelqu'un d'autre dans une autre occupation, dans une autre culture, et on parvient à penser dans cette autre culture, penser peut-être dans une autre langue. Et là, je crois que ça aide au départ si on est né dans un milieu biculturel, si on est né dans un milieu bilingue, où on parle parfaitement deux langues, et c'est le cas de quelques-uns de mes enfants aussi. Ça vous aide ensuite à être anthropologue. Vous êtes déjà deux personnes différentes, parce qu'il n'y a pas les mêmes mots, parce que des notions plus ou moins similaires, des émotions différentes sont associées, et donc vous pouvez le faire une troisième fois, une quatrième fois à ce moment-là, si vous êtes disponible à ce genre d'identification multiple. Et donc vous n'êtes pas plus simplement, je dirais, un petit échantillon de quelque chose, vous devez devenir un échantillon plus conséquent, plus cohérent, qui peut voir une multitude de points de vue. Dans mon cours d'anthropologie interculturelle, je fais le morceau principal, le plat de résistance, j'en fais la conquête du Mexique et du Pérou par les Espagnols. Il y a là deux cultures brutales. J'emploie le mot pour les deux cultures brutales qui entrent en contact, et ça produit une déflagration qui, voilà, et c'est documenté. C'est documenté. On a des textes des Espagnols, des textes qui sont faits par les gens qui sont envahis et massacrés. Voilà, on peut voir ce que ça donne. Deux cultures qui ne soupçonnaient absolument pas l'existence de l'autre, qui sont des cultures brutales, chacune à sa manière. Et le cocktail est explosif, et il y a là du matériau. Mais je ne parlerai pas de ça, je parlerai du fait d'avoir été pêcheur en mer, je parlerai du fait de connaître un peu, voilà, quand même pas mal l'Afrique de l'Ouest côtière, d'être devenu des tas de choses, moi-même, par ce caméléonnage que les circonstances ont imposé, en demandant simplement parce qu'on recherchait mon talent dans des domaines qui ont changé avec l'actualité. Alors, je vais prier que Trump ne soit pas élu une seconde fois pour nous tous, pour le sort de l'humanité, et une seconde pour moi-même, pour pouvoir me consacrer d'un cœur un peu plus léger à cette réflexion générale sur le genre humain, en espérant qu'il lui restera quand même quelques années pour lire mon livre et pour y réfléchir. Voilà, allez, bientôt.